confinés où le port du masque est impossible, voire à minima complexe, et qui sont des lieux, hélas, de contamination importants. Quand vous avez entendu cette phrase d'Olivier Véran hier, comment vous l'avez vécue ? On a été complètement séchés, on a eu les jambes coupées, mais surtout on s'est renseigné, on a essayé de garder la tête froide, donc on a appelé nos organisations professionnelles, on a essayé de savoir d'où sortaient ces chiffres, parce que nous, à un moment, on fait partie des plus gros, donc on a eu 3 cas depuis le 22 juin, 3 cas qui sont dans les clubs de sport extrêmement facilement pistables et traçables, parce qu'en fait, c'est des gens qui viennent quotidiennement, c'est des gens qu'on suit, c'est des gens qu'on connaît. Chez nous, on est capable de tracer. On a prévenu l'intégralité des contacts qui ont été touchés. On a demandé qu'ils ne mettent plus le pied dans le club tant qu'ils avaient pas été testés. Donc il n'y a pas de cluster. Pour vous, il n'y a jamais eu de non cluster. seulement on n'a pas de cluster, mais après, donc on s'est renseigné avec les organisations professionnelles. Il n'y a pas de cas. Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres en fait. C'est-à-dire que on nous balance. Ce qui est inaudible en fait, c'est que nous sommes des lieux de contamination. Alors j'aimerais savoir d'où viennent ces chiffres, puisqu'en fait l'ARS n'est rentrée en contact avec aucun professionnel. On s'est renseigné de partout. C'est uniquement, je sais pas comment viennent ces décisions, mais je vous confirme que nous, les chiffres qu'on a aujourd'hui, que ce soit pour les centres d'escalade, les paddle tennis, les foot à 5 et bien évidemment le fitness, les clubs de sport, il n'y a pas de contamination significative. On est à entre 0,5% et 1%, et surtout on trace beaucoup plus facilement que n'importe quelle autre activité. Mais Arthur Menzaken, en même temps, il dit la difficulté, c'est que on ne peut pas faire du sport avec des masques. Ça, vous le reconnaissez. Eh bien, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils prennent cette décision, mais elle est arbitraire. Parce qu'en fait, on a pris des décisions pour faire du sport sans masque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un tapis sur 2. Vous savez, déjà, la distance entre 2 tapis, elle est monumentale, mais la distance entre 3 tapis, elle est gigantesque. Donc en fait, on assure les barrières de sécurité. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le seul rempart contre la maladie, c'est le fait de renforcer son système immunitaire. 83% des patients en réanimation étaient en surpoids ou en obésité. Il faut lutter contre la sédentarité. Donc, il n'y a pas de contamination, en tout cas particulière dans les salles de sport. Donc, c'est intolérable. On est les seuls à être fermés et c'est incompréhensible. Mettre ces débats-là, qui vont nourrir toute une série de débats. Aujourd'hui, dans le débat public, dont on sait qu'il est quand même assez tendu sur ces questions. Bon. Avec en plus des propos de M. Darmanin sur l'ensauvagement. L'ensauvagement. Non mais écoutez, franchement, après, vous vous souvenez, la racaille, les sauvageons, ça fait un moment que ça dure. Hein. Le résultat qu'on obtient, c'est d'aller sur le terrain de l'extrême droite, avec le vocabulaire de l'extrême droite, avec les problématiques de l'extrême droite, et donc au final, une montée de l'extrême droite. C'est ça que cherche le gouvernement. C'est ça que cherche le gouvernement. Moi, je vais vous dire, il y avait un reportage à l'instant sur, par exemple, les espèces. Vous avez vu, 2e vague de disparition des espèces. On en parle. Auchan qui a eu 500 millions du CICE, c'est-à-dire de l'État, et qui aujourd'hui nous annonce que 1400 postes vont être supprimés. On en parle de ça? Le gouvernement n'en parle pas suffisamment, ne s'empare pas suffisamment des sujets sociétaux et sociaux. Nous sommes face à une crise climatique d'ampleur. Où sont les réponses? Nous sommes face à une récession économique d'ampleur, avec des précaires, des intérims, des TPE, PME qui sont aux abois. Et on nous parle de quoi? Les tests PCR. À quel moment vous vous êtes posé la question, le pourquoi du comment, on avait le droit de faire un test PCR, même une fois par jour? Une fois par jour. 70 balles une fois par jour. Pour aller te curer le nez. Alors, on va commencer par là. Et après, je vais vous dire comment on est en train de se faire enfler total sur les choses. Mais on voit plein de gens qui font la queue. Hein. Ah, ils font la queue pour aller faire les tests PCR. Ils aiment bien aller se faire curer le nez. Pas de symptômes, pas de fièvre. Ils toussent même pas. Rien du tout. Que dalle. Et ça fait la queue, et ça va se faire tester tous les jours. Bah oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas du tout gratuit. Ce que je comprends pas surtout, c'est pourquoi un État et un gouvernement qui est toujours en train de nous serrer, comme ça, laisse faire les choses. Et puis ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, mes amis. Article du Parisien d'hier. Article du Parisien.
les tests PCR, écoutez bien, les tests PCR ont fait un trou dans la sécurité sociale de 41 milliards. Et l'État laisse faire. L'État fait rien. L'État vous encourage à aller vous faire tester en masse. Allez-y, vous avez rien, c'est pas grave, allez vous faire tester. Tu veux rentrer à l'école ou machin, tu tousses un peu, il faut un test. En fait, l'État a manipulé tout pour qu'il y ait des centaines de milliers de tests qui soient faits tous les jours. Et l'État y est encore bien arrivé, puisque beaucoup trop de monde, je répète, qui n'ont aucun symptôme, se précipitent pour aller faire ces tests PCR. Vous savez ce qui va se passer? C'est très simple, très très simple. Dans quelques mois, le gouvernement français vous annoncera une privatisation de la sécurité sociale ou une réforme autour de la sécurité sociale en vous disant que la sécurité sociale est à genoux et qui est complètement écroulée à cause du Covid et à cause des tests et de tout ce qu'elle a pris en charge et qu'on est obligé de la privatiser ou qu'on est obligé de la réformer. Et là, ça va vous coûter du pognon. Là, je peux vous dire que premièrement, ça va vous coûter du pognon et que deuxièmement, on est encore en train de perdre nos droits et nos acquis sociaux. Voilà la triste réalité de ces tests PCR. Voilà où est la vérité. Je le répète, article du Parisien d'hier, les tests PCR, 41 milliards d'euros est en train de mettre à genoux la sécurité sociale. Mais ce gouvernement n'attendait que ça, puisque dans les directives qui étaient prises déjà depuis des mois entre la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, et on l'avait tous dit, il y aura la réforme de la sécurité sociale ou la privatisation. Ça sent la privatisation, je vous le dis. Ils y sont arrivés. Depuis le 12 mars dernier, c'est-à-dire l'allocution d'Emmanuel Macron, où il expliquait qu'on ne pouvait plus continuer comme le monde d'avant, qu'on ne pouvait plus détruire l'État-providence, que le marché ne pouvait pas tout. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Qu'est-ce qui va changer? Rien. C'est-à-dire que plus que jamais, le virus peut-être le plus dangereux, celui qui a fait en sorte que le virus que nous connaissons d'un point de vue sanitaire ait autant de répercussions, je parle du Covid néolibéral, eh bien continue plus que jamais à sévir. Ils sont en train de faire passer toutes les mêmes lois. Ils veulent faire passer la loi sur les retraites. Et aujourd'hui, ce qui est quand même symptomatique, alors que comme l'a dit Sabine, beaucoup de scientifiques expliquent qu'ils n'avaient plus les moyens pour essayer de faire des recherches par rapport au virus issu du Covid. Eh bien, ce qui est symptomatique, c'est que leur loi n'a changé en rien, pas une virgule. Alors oui, en réalité, ils continuent à paupériser la recherche publique et c'est indexé directement au profit des grands laboratoires à qui ils vont continuer à donner des millions, des centaines de millions d'euros via le crédit impôt recherche. Et ils nous disent « Ah mais c'est nécessaire, vous comprenez ». Mais en quoi c'est nécessaire de continuer à abreuver Sanofi qui supprime chaque année des centaines d'emplois de chercheurs et qui touche des centaines de millions d'euros. Et on sait que ce n'est pas les seuls. Donc c'est insupportable. Il faut en finir avec le crédit impôt recherche. Il faut en finir avec cette recherche à projet qui suscite la concurrence, qui sait, nous le savons, que vous êtes obligés, chercheurs, à certains moments de mettre 50% de votre temps sur le fait de monter des projets pour espérer les faire aboutir, qui sont contradictoires avec la recherche fondamentale. Il faut en finir avec cette casse de la recherche publique française. Vous le dites depuis des années, ils ne l'ont pas entendu. On est tous en train de le payer très cher. On va résister pour vous et avec vous. Alors comme vous voyez, je suis actuellement dans une occupation d'école primaire parce qu'en ce moment, vous avez des classes qui sont supprimées. Énormément de classes, des dizaines, des centaines de classes. Et à maintenant, la moyenne, à peu près entre 29 et 31 élèves. Aujourd'hui, c'est ça la réalité pour de nombreux élèves, c'est de se retrouver dès la maternelle à plus de 30. Vous avez bien compris que dans ces conditions, les conditions normales, quotidiennes, sont absolument intenables pour l'apprentissage, mais au-delà, pour ne serait-ce qu'en période de post-confinement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de moyens, plus d'enseignants.
Eh ben, c'est le choix contraire qui est fait par l'éducation nationale, par Jean-Michel Blanquer et Emmanuel Macron. C'est toujours et la même logique comptable. Le protocole sanitaire ne sera bien évidemment pas respecté dans ces conditions, car comment faire laver les mains à 31 élèves quand il n'y a qu'un seul robinet dans la classe ? On sait qu'il y a d'autres choix qui sont possibles et que ce n'est pas une fatalité. Par exemple, en Espagne, les classes ne dépasseront jamais les 20 élèves. La France fait le choix de ne pas investir dans l'école. Et c'est Emmanuel Macron qui le dit, puisqu'il cite « Les enseignants ne font pas partie du redressement économique ». Emmanuel Macron est en train de sacrifier actuellement toute une génération. Il ne donne pas les moyens, ni à l'école, ni dans les services publics en général. Jusqu'à quand on va laisser faire ça ? Nelson Mandela disait « L'éducation est une arme pour changer le monde ». Aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron a choisi d'autres armes. La France Insoumise fait aujourd'hui une proposition sur la table, que tous les étudiants qui se préparent à être professeurs viennent aider les enseignants dans les classes. Cela les soulagerait, cela les aiderait et cela permettrait un meilleur suivi pour les élèves. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Les parents d'élèves sont déterminés à ne rien lâcher, malgré la présence des gendarmes qui vont les mettre dehors d'ici quelques minutes. Mais ils sont décidés à ne rien lâcher. Pour leurs enfants, pour nos enfants, pour tous les enfants. Plus il y aura des décisions du gouvernement qui se font dans le sens où on a de moins en moins de droits, et plus il y aura de gens dans la rue, ouais, c'est sûr, ça va revenir quoi qu'il arrive avec le Covid, comment la crise a été gérée, tout ça. Là maintenant, on a trouvé les nouveaux radars, c'est les masques. On a des amendes à tout va pour les masques, c'est le nouveau moyen de se faire des sous, donc ouais, ça devient n'importe quoi là. Tant qu'il n'y aura pas une révolution, il n'y aura pas de changement. Là, c'est trop gentil encore. Ouais. Faut vraiment que ça pète un bon coup et qu'on remette tout en place. Sinon, il n'y aura pas de changement. Je suis pas d'accord trop avec ceux qui continuent à être un peu leaders des Gilets jaunes, qui déclarent les manifestations. Il y a plein de manifestations dans Paris. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur une seule, un point de rendez-vous. Dès que le gouvernement annonce un lieu interdit, tous les gens se rétractent et vont dans des trucs autorisés. C'est bête, mais au début des Gilets jaunes, c'était pas ça. On n'avait pas peur de venir et peut-être d'affronter les forces de l'ordre parce qu'elles nous répondaient dès le début, quoi. On venait parce c'était notre conviction. On a perdu un peu de ça, mais j'espère que ça va revenir. Vous nous avez dit, alors si j'ai bien compris, hein, le sous-texte, c'est un peu alors, vous allez me dire que vous n'utilisez pas le mot, mais les bien-pensants comme nous, oui, qui créent la zémorisation, à force de déni, d'angélisme, etc. C'est plus compliqué que ça. Bon, c'est gentil. Mais est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète, cette zémorisation ? La zémorisation des médias, elle vient du fait que Zemmour a été laissé tout seul pendant des années. Et que du coup, il s'est construit une stature de gourou. Parce qu'en fait, il était le seul à dire ce qu'il disait, à une époque d'ailleurs où il n'avait pas viré franchement identitaire, etc. Il y a une évolution chez Zemmour. Mais à cette époque-là, il était tout seul. Du coup, certains se sont dit, parmi les téléspectateurs, il est le seul, c'est un héros. Et ça lui a donné une puissance de feu absolument remarquable. Il y aurait eu du pluralisme à ce moment-là sur les médias. Sans doute que Éric Zemmour n'aurait pas le statut qu'il a aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait plus de bonhommes comme Zemmour. Non, justement, quand je dis du pluralisme, c'est-à-dire des tas et des tas de visions différentes. Je ne ferai pas demain un vaccin contre le Covid, ça c'est clair, net et précis. Je l'assume, je le ferai pas faire à mes enfants, je déconseillerai à mes enfants, je ne le ferai pas à mes enfants, à mon fils qui est mineur, ça c'est sûr. Il y a toujours eu un mouvement anti-vaccin en France de ces gens qui prétendent que le vaccin est plus dangereux que la maladie. Pardon, mais pour avoir présidé une commission d'enquête sur la grippe, il était démontré que les accidents vaccinaux sont marginaux. C'est 1 ou 2 pour 100 000, quelque chose dans le genre. Donc la réalité, c'est que la maladie est beaucoup plus dangereuse que le vaccin. Il ne peut pas y avoir de franc-tireur, il n'y a pas de place, la science n'est pas une opinion. Et il y a des chercheurs qui travaillent sérieusement aujourd'hui pour trouver des solutions à cette pandémie dont on voit qu'elle ne cesse de rebondir et qu'elle contamine de plus en plus de gens. Et on s'attend dans les semaines qui viennent à nouveau à des cas difficiles et probablement à des décès. Et j'espère, moi, que le vaccin sera un bien commun. Et qu'il n'y aura pas de profits qui seront faits sur le vaccin contre la Covid-19. Je pense qu'il doit être mis à disposition avec des garanties dans la composition même de ces vaccins et des adjuvants, puisque ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Pierre Dharréville fait ici allusion au sel d'aluminium qui renforce l'efficacité de nombreux vaccins. Depuis une quinzaine d'années, une controverse se développe autour de possibles effets indésirables.
notamment une affection neuromusculaire, la myofascite à macrophages. La suspicion générale à l'égard du système s'étend aujourd'hui à la science. Il est vrai que les volte-face gouvernementales sur le port du masque n'ont rien arrangé. Mais doit-on pour autant renoncer à se prémunir de la maladie? Je ne le crois pas. Nous n'avons qu'une chose à faire, nous battre, nous battre, nous battre. Pour tous nos concitoyens qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de perdre leur travail ou parfois dans le désarroi quand ils l'ont perdu, pour leurs familles, pour leurs enfants, nous battre pour eux et avec eux. Et nous y arriverons parce que nous avons toujours réussi à relever ces défis. Leur usine part en Pologne. Un coup dur pour les 290 employés du site Whirlpool d'Amiens. Un coup de massue. Les salariés de LMT Belin ne s'attendaient pas du tout à cette annonce. Le site jurassien est en pleine santé, mais il est lâché par le groupe allemand auquel il appartient. Et nous y arriverons parce que nous avons toujours réussi à relever ces défis. Devant l'usine, les salariés de Michelin ne décolèrent pas. Certains espèrent encore sauver leur entreprise, d'autres n'y croient plus. Émotion palpable aux abords de l'usine, l'heure des adieux avant fermeture définitive. Chacun repart avec ses chaussures de sécurité, ses effets personnels, difficiles pour ces 235 salariés qui pour la plupart dépassent les 25 à 30 ans d'ancienneté. 13h, carton et bagages en main, la quarantaine de salariés quittent leur usine pour la dernière fois avec amertume. Les portes sont désormais fermées sur une usine presque déserte au lendemain de l'arrêt anticipé de la production. Ce qui est terrible, c'est l'absence totale des pouvoirs publics qui nous laissent tout seuls à nous défendre et qui savent en plus, eux, pertinemment que Ford n'a aucun motif économique pour licencier. Passant aux mains du groupe américain Honeywell, Sperian va perdre de sa superbe. Après plusieurs plans sociaux, le sort du leader français du masque de protection sera scellé. En pleine crise sanitaire, des voix s'élèvent pour rappeler le silence assourdissant des pouvoirs publics à l'heure de la fermeture. Parce que nous avons toujours réussi à relever ces défis.